Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne du compte Instagram Atelier Morissette. On se retrouve pour un nouveau podcast tricot. J'ai pas mal de choses à vous montrer parce que, encore une fois, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast tricot. Je dis sans cesse que je vais rapprocher les podcasts pour pas avoir autant de choses à vous montrer d'un coup ou pour pas oublier ce que j'ai dit la fois précédente. C'est un échec. C'est un échec pour cette fois-ci. Je pense que ça fait de nouveau... je vais faire en sorte que mes cheveux ne frottent pas dans le micro, mais je pense que ça fait de nouveau un bon mois que j'ai pas présenté de podcast tricot. En plus de ça, j'ai mis le micro plus bas. J'espère que ça changera pas trop ma voix, mais sinon je sais bien que je vais faire... que mes cheveux vont frotter le micro et que ça va faire du bruit. Donc j'espère que... j'espère que quoi ? Je ne sais pas, je ne sais plus ce que je disais. J'ai beaucoup de choses à vous montrer parce qu'en plus de ça, je suis partie en vacances pendant 2 semaines. Je pensais que je ne tricoterais pas énormément pendant ces vacances et finalement j'ai pu tricoter presque 2 heures tous les après-midi et je tricotais aussi le soir parce qu'il y avait des enfants, parce qu'il y avait Jeanne et que on respectait leurs besoins en sieste. Donc nécessairement, on était toujours présent l'après-midi pendant environ 2 heures, sans enfants, et de même pour le soir. Donc c'est vrai que finalement, j'ai eu pas mal de temps pour tricoter, parce qu'habituellement, c'est du temps que je prends pour travailler. Quand Jeanne est à la sieste, je travaille, je fais des choses dans la maison quand c'est le week-end, etc. Et là, j'ai pu tricoter pendant pas mal de temps, tous les après-midi. Donc, c'était super. Le programme d'aujourd'hui, c'est évidemment de vous montrer les objets que j'ai terminés, qui sont au nombre de 4, je pense. 4, je pense. Voilà. Il y a même des projets dont vous n'avez jamais entendu parler, que ce soit bien clair. Oui, il y a des projets dont vous n'avez jamais entendu parler, surtout si vous ne regardez pas les vlogs, et je sais qu'il y a beaucoup moins de personnes qui regardent les vlogs, donc forcément il y a pas mal d'entre vous qui n'auront pas vu plein de choses. C'est terrible. En plus, j'ai regardé... le chat gratte la baie vitrée, c'est terrible. Je sais pas si on va y arriver aujourd'hui. J'ai regardé en fait mon propre podcast tricot avant de filmer cette vidéo, enfin il y a quelques jours, pour me remettre en tête en fait tout ce que je vous avais raconté et où on en était. Et je me suis trouvée d'une lenteur terrible. Donc je vais essayer de rectifier ça. Mais si je suis toujours aussi lente, alors peut-être que vous aimez bien, peut-être que ça vous apaise, mais c'est vraiment étonnant parce que dans mon quotidien, je suis quelqu'un de assez dynamique, assez nerveux, assez... Voilà, je suis calme, je suis quelqu'un de calme, mais voilà, assez dynamique quand même. Et disons que je suis pas réputée pour parler lentement. Et ouais, là j'avais mis la vidéo en 1.25 et même en 1.25, je me trouvais assez lente. Donc n'hésitez pas, si je vous ennuie, si la vidéo est trop longue, accélérez mon rythme de parole, mon débit de parole, en accélérant la vitesse de la vidéo. Voilà. Je vais vous parler aussi de 2 encours que j'ai. Je n'en ai que 2 et c'est assez incroyable. J'ai énormément d'envie de Caston en ce moment. Je vais vous parler également de livres. Parce que j'ai découvert le bonheur et la joie du tricot lecture et même si ça a très bien fonctionné pendant les vacances, c'est un petit peu plus difficile depuis mon retour de vacances parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans ma tête et j'ai beaucoup moins de temps, mais j'ai tellement aimé ça que je vais vous en parler, tout simplement. Voilà, je pense que c'est tout. Le programme, peut-être qu'il y aura une petite sélection de patrons ou de mes envies non réalisables et non réalisées,
et non objective en fait du moment, ce qui m'inspire et me tente en ce moment. Mais évidemment, je pourrais pas tout faire. Peut-être que je vous parlerai aussi de quelques personnes qui m'ont inspirée. On va voir, je pense qu'on va commencer de suite. Je vais essayer de ne pas être trop déconcentrée par le chat qui miaule à l'intérieur. Je suis dans la véranda, j'entends le chat qui miaule pour on ne sait quelle raison, je vous en ai déjà parlé, c'est un chat qui discute, et par tout ce qui se passe à l'extérieur. Bref, commençons sans plus attendre avec les objets terminés. Je vais commencer avec celui que je ne peux pas vraiment vous montrer et que vous n'avez jamais vu. Comme ça ce sera... Bon, vous en avez vu un morceau, mais c'est pas très grave. Mais comme ça, ce sera fait. Voilà. J'ai réalisé un test pour Marie-Christine Lévesque. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de test pour Marie-Christine Lévesque. Le dernier date de août 2024, donc ça faisait 1 an, parce que c'était le pull Académie que j'avais tricoté en mince, comment ça s'appelle, en Letlopi, c'est les grosses roues là, de Manchelopi. J'avais tricoté en Manchelopi de Wool Dreamers en coloris violet. Ça s'était pas très bien passé parce que j'avais eu de la peine. C'était la première fois que je tricotais cette fibre qui est assez particulière puisqu'elle s'effiloche beaucoup. Moi j'ai une tension qui est vraiment serrée même si je travaille dessus, et ça se détend au fur et à mesure. Mais en fait j'ai l'habitude avec Marie-Christine Lévesque d'avoir toujours le bon échantillon dans la taille d'aiguille qu'elle recommande. Donc je me pose rarement trop de questions. Et quand j'avais fait ça, ça avait été compliqué parce que je cassais toujours mon fil. Donc j'avais fait en sorte de détendre mon tricot. Mais c'était un scandale. C'était un scandale ce pull. En plus de ça, je le tricotais quand on était à l'hôpital avec Jeanne. Donc voilà, hein, vous avez compris, tout ce qui venait de l'hôpital, ça me dégoûtait. J'ai offert ce pull à la femme de mon papa parce que il était bien trop grand pour moi. Parce que j'avais un échantillon qui était... j'avais pas du tout le bon échantillon et il était vraiment grand. En fait, l'encolure me tombait sur les épaules et ça n'allait pas. Alors le problème, c'est que je l'avais quand même fait pour ma longueur, donc moi je fais 1m54, et donc je suis vraiment petite, et j'aime bien les pulls courts, donc il m'arrivait vraiment à la taille, oui à la taille. J'aime bien les pulls courts parce que je porte principalement des robes, et donc des robes et des jupes, donc j'aime bien que ça marque la taille quand même, ou en tout cas que ça ne me coupe pas au niveau des jambes. Et donc, elle s'est retrouvée avec un pull extrêmement court, mais qui lui allait super bien. Et finalement, je crois qu'elle le porte assez régulièrement et qu'elle en reçoit pas mal de compliments. C'est une femme qui est assez frileuse et il tient extrêmement chaud ce pull. Enfin bref, ça faisait donc 1 an que je n'avais pas fait de test pour Marie-Christine Lévesque. Et là, elle a lancé un appel au test pour 3 bonnets, dont un qui se tricotait en taille enfant ou adulte. Et elle a lancé ça 1 semaine avant mon départ en vacances, et je me suis dit j'ai trop envie de refaire un test parce que je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça m'apporte, mais j'aime ça. J'aime pas ça pour tout le monde, je pense, mais en tout cas pour Marie-Christine Lévesque, j'adore ça. Et je lui ai dit en fait je veux juste tester. Tu me mets où tu as besoin, je veux bien tout faire, mais soit dans ma taille, soit dans celle de ma fille, taille enfant quoi. Parce que j'étais pas bien sûre que les modèles plaisent beaucoup à mon mari, que tous les modèles lui plaisent beaucoup. Donc je voulais pas me tenter là-dessus. Et elle m'a donc sélectionné pour le test du bonnet en jacquard. C'est un jacquard toujours 2 couleurs sur la même ligne, mais avec 3 couleurs, une couleur de fond
et 2 couleurs contrastantes. J'ai choisi, on est très bien organisé. C'est un bonnet qui se tricote en DK. Et au début, je cherchais uniquement dans mes restes. Et en cherchant mes restes, je suis retombée sur le coloris jadis de Arcoiris en Interstell Yarn. Donc je pense que vous voyez bien la stellina. C'est un écheveau. Un écheveau que j'avais déjà mis en cake bobiné pour me faire un top pour le France-Cal. Finalement, les échantillons, ça fonctionnait pas comme il fallait. Et j'avais mis de côté ce modèle au complet. Et en ouvrant un sac à projet, je suis retombée dessus. Et je me suis dit, mais ce serait super en fait d'avoir un bonnet dans cette couleur. Parce que, premièrement, j'ai déjà un manteau bleu clair, bleu ciel. Donc je me suis dit que ça irait super bien avec. Parce que je pense que c'est une couleur qui me va bien. Alors je vous ai déjà dit, moi, tout ce qui est colorimétrie, ça ne m'intéresse pas des masses. Parce que je trouve que ça enferme beaucoup. Alors je comprends tout à fait l'intérêt que ça peut avoir pour des personnes qui peut-être osent un petit peu moins ou sont un peu perdues avec les couleurs. Voilà, moi c'est pas du tout mon cas. J'aime pratiquement toutes les couleurs. J'aime porter de tout. J'ai beaucoup de facilité, c'est un peu présomptueux. Et j'ai beaucoup de facilité à associer les couleurs. À faire des associations de couleurs qui peuvent être parfois assez audacieuses, certainement trop audacieuses pour certaines personnes. Je sais pas en fait si c'est des facilités ou plutôt de l'aisance. Je suis à l'aise avec toutes les couleurs et avec toutes les couleurs en même temps. Je vous parlerai peut-être d'un petit livre que j'avais acheté qui m'avait beaucoup aidé à une certaine époque à associer les couleurs entre elles. D'ailleurs, je n'avais pas acheté ce livre, c'est mon frère qui me l'avait offert pour Noël. Et j'ai perdu le fil. La colorimétrie, ça ne m'intéresse pas parce que je vois bien qu'il y a des couleurs qui me vont, des couleurs qui me vont pas, qui me mettent plus ou moins en valeur. Je suis très claire de peau, j'ai les yeux clairs, j'ai les cheveux clairs. Quand je mets du clair, on dirait que je suis à poil, quoi, et on dirait que je suis malade. Je le sais très bien. Du clair, du corail par exemple, je sais que le corail c'est une couleur qui me va pas très bien, le rose pâle, je sais que ça me va pas très bien non plus. Toutes ces couleurs qui sont un peu ton sur ton avec mes couleurs en fait, les couleurs de mon visage, je sais que ça ne me va pas. Ça ne m'empêche pas d'en porter. Par exemple, je porte voilà, ma jupe d'aujourd'hui, elle est clairement pas c'est que ça me met clairement pas en valeur hein, si je le mets proche de mon visage, je pense. Je le sais, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, et comme j'aime ces couleurs, je les achète quand même et je les porte à des endroits où ça me va bien. Ou alors je vais me maquiller autrement, je vais mettre un rouge à lèvres, je vais me maquiller les yeux. Bref, je ne veux pas m'enfermer dans la colorimétrie, mais je suis bien consciente que certaines couleurs me mettent plus en valeur que d'autres. Je pense que c'est le cas du bleu. Je pense que ça met bien en valeur mes yeux par exemple. Donc je me suis dit que pour un petit bonnet ce serait super sympa. Oh, je vous ai montré le truc. Après Marie-Christine elle l'avait montré. Bon, je mettrai un petit truc si on voit trop. J'avais assez de fils. Je sais pas combien il m'en reste. Donc c'est de la fingering et c'est un bonnet qui se tricote en décage. Je pèse, j'ai la balance juste en dessous là. Il me reste 19 grammes de mon écheveau de 100 grammes. Donc globalement j'ai utilisé 80 grammes de fingering tenu en double. Ce qui fait je ne sais combien, mais je vous mettrai de toute façon, comme je fais maintenant, les petits encarts avec le patron, la laine que j'ai utilisé. Ma première couleur contrastante, c'est un mini de Bulbe Bizarre, qui était un coloris non reproductible, et en fait quand elle vendait elle avait fait une vente de comment dire, certainement de restes ou d'essais, de coloris non conformes, tout ce genre de choses, des mystères en fait. On achetait un kit mystère, voilà, et j'avais décidé de tester Bulbe Bizarre avec ce principe-là,
Et donc j'avais reçu ce mini bleu et mon reste de BFL d'Erika Knight que j'ai utilisé pour mon Whitmore cardigan qui est déjà de l'ADK. Donc on a ces 3 couleurs qui vont très bien ensemble, je trouve, qui me plaisent beaucoup. Je ne vais pas vous essayer le bonnet, je ne vais pas vous essayer le bonnet de suite parce que il est secret. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est extrêmement chaud, extrêmement facile à tricoter, extrêmement bien patronné, comme toujours avec Marie-Christine Lévesque. Si j'ai bien compris, ça va sortir dans le cadre d'un livre qui réunit, il me semble, 3 patrons de bonnets, 3 patrons de gilets pulls, 3 patrons de chaussettes. Je crois que c'est ça. Il y a peut-être d'autres choses, mais il me semble que c'est ça. En gros, c'est un livre avec plusieurs patrons. Ça sort fin septembre, octobre. Je ne sais plus exactement. Si j'ai l'info, je vous la mettrai juste ici. Encore une fois, ça m'a fait extrêmement plaisir de tester pour Marie-Christine Lévesque. Je suis très contente du résultat final. J'ai tricoté très peu de bonnets. J'ai tricoté des bérets, mais c'est pas la même chose. Donc j'ai tricoté beaucoup de bérets. J'en ai offert à pas mal de monde dans ma famille et j'en ai pour moi aussi. J'ai tricoté une fois un bonnet pour mon frère et c'est tout. Et après j'avais tricoté des petites choses pour Jeanne, mais c'est pas pareil non plus. Donc voilà, j'étais super contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jacquard et mon Dieu que c'est motivant. Et voilà. Voilà tout pour ce bonnet. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que pour l'instant je vous ai parlé d'une seule chose que je ne vous ai pas montré et on en est déjà pour presque 20 minutes. Donc on va s'activer. Celui que vous aviez déjà vu, il s'agit de mon top opale de Liz Taylor. Oh mon Dieu! Vous voyez? Que vois-je? Alors je sais, dans ma chambre, j'ai le berceau que j'utilisais pour Jeanne quand elle est née, enfin quand on est revenu à la maison. Et comme évidemment elle ne rentre plus dedans, j'ai... Oh là là! J'ai ce berceau dans ma chambre, juste à côté de mon lit. Et oh, c'est terrible! Et le chat aime beaucoup dormir dedans, alors il ne s'en est jamais approché tout le temps où Jeanne dormait dedans. Et là, depuis quelques temps, il ne fait que dormir dedans. Et donc, je sais très bien que c'est lui qui a dû mettre un coup de griffe dedans parce que j'avais posé mon top. Bref, j'avais posé mon top sur le berceau et il n'y a pas de secret. C'est sûr que c'est lui. Je verrai ça tout à l'heure. Donc le top opale de Liz Taylor que j'ai tricoté dans la première taille, dans la laine du kit qui est le Merino Soie coloris violet. J'ai tricoté la première taille comme je vous le disais, donc il est plus large que... Enfin, il a un tombé plus large sur moi puisque je ne rentrais pas dans le tableau des tailles. Je l'ai cependant essayé en tant que top, ça se passe très bien. Et en slip-over au-dessus de mes pimpantes, ça se passe très bien aussi. Si j'ai des photos, je vous mettrai à chaque fois des petites photos des choses que je porte. Et si j'en ai pas, j'en prendrai. Donc j'en aurai, quoi qu'il arrive. Ça se tricote en aiguille. Alors, c'est conseillé en aiguille 3. Moi, j'ai tricoté en aiguille 3,5 parce que je sais que ça n'aurait pas été. Je l'ai énormément porté déjà depuis que je l'ai tricoté. Je l'ai lavé plusieurs fois parce que je suis partie en vacances avec, parce que je le porte en débardeur, donc forcément il y a plus d'odeur dessus quand on le porte à même la peau. Et je l'ai essoré en machine à chaque fois, puis fait sécher à plat. Je l'ai bloqué une fois, puis ensuite j'ai juste fait sécher à plat. Il faut que je vous montre. Je pense que c'est à cause justement de ce séchage en machine. Vous voyez, il y a des petites bouloches. Il y en a plus sur le devant, ça c'est le devant, que sur l'arrière. Et je pense vraiment que c'est le séchage en machine qu'elle n'a pas apprécié. Je pense. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc je disais qu'il a
il a pas mal bouloché en fait, mais je pense que c'est mon essorage en machine parce que j'ai peut-être dit séchage en machine depuis tout à l'heure, c'est évidemment essorage en machine. Parce que en fait c'est partout. Souvent quand on a un vêtement qui bouloche, ça bouloche à des endroits particuliers au frottement, donc sur les manches. Moi souvent c'est ça, c'est sur les manches, le dessous, et c'est tout. Parfois l'épaule quand je porte un sac ou des choses comme ça, mais souvent les manches et le dessous. Sur un débardeur, ça a assez peu de raisons de boulocher, surtout aussi rapidement. Et là, il en a partout. Il en a partout des bouloches. Et c'est très uniforme. En fait, on dirait presque qu'il est un peu poilu, quoi. Alors, c'est très portable et peut-être que je le raserai quand je me serai occupée de ce fil à l'arrière. Je pense que c'est le séchage, l'essorage en machine parce que il y en a partout, quoi. Donc je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc c'est certainement une erreur de ma part, enfin une erreur. C'est ce que je fais avec tous mes tricots. Et je ne tricote que très rarement de soie, voire même jamais du mérino soie. Je ne pense pas en avoir déjà tricoté, très honnêtement. Eh bien, je saurais que l'essorage en machine, ce n'est pas bon pour cette fibre-là. Je le sais, hein, quand je prends le risque de passer mon tricot en machine, même pour l'essorage, je sais qu'il peut se passer des choses. Il y a des choses qui peuvent arriver. Je suis assez précautionneuse. Souvent, j'arrête le cycle avant. C'est un cycle de 10 minutes. Je l'arrête avant. Surtout, je fais extrêmement attention à ce que je n'ai pas fait une machine auparavant. Auquel cas, le tambour serait chaud. Et si le tambour est chaud et que vous mettez votre objet dedans, votre tricot dedans, ça va feutrer, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a du mouvement et que le tambour est chaud, frottement plus chaleur, c'est terminé. Voilà, il va y avoir aucune chance pour votre tricot, c'est sûr et certain. Donc là, c'était du non-superwash. Donc le non-superwash a toujours un peu plus de chances de feutrer. Donc je le sais quand je mets en machine. Mais voilà, c'est pas grave, c'est pas un drame, je m'en remettrai. Je ne pense vraiment pas que ce soit un problème de qualité du mérino soie parce que je l'ai vu tricoter par plein de personnes et des personnes en qui j'ai confiance qui n'ont eu aucun problème. Après, c'est pas la cata non plus, hein, mais voilà, il lui est arrivé. Il a un vieillissement excessif qui est certainement dû, j'en suis certaine, à mon essorage en machine. Ça se tricote de bas en haut. Cette partie-là est nécessairement un petit peu longuette parce que c'est du 3, 3,5, c'est de la fingering et c'est tout droit avec des motifs. Les motifs sont extrêmement simples, c'est tout à fait accessible aux débutants ce modèle-là. Il y a une vidéo de montage que je n'ai pas regardée, mais je sais qu'il y en a une et je sais qu'elle est de bonne qualité pour avoir confiance en cette marque. Donc on tricote tout ça, moi j'ai raccourci évidemment. Ensuite on sépare dos devant, on s'occupe des deux parties en aller-retour, donc on est en rond jusqu'à la séparation et ensuite on tricote en aller-retour. C'est assez long à faire, ceci étant, c'est plutôt motivant parce qu'on a envie d'arriver, enfin moi j'avais envie d'arriver à la prochaine ligne de motif à chaque fois et voilà. J'ai fait les petites côtes comme préconisé à l'encolure. En revanche, je n'ai pas fait les manches, des petites manches style épaulette quoi, sur les épaules que je n'ai pas faites parce que en fait je l'ai essayé. J'ai fait mon col et avant de faire les finitions, j'ai essayé et j'ai bien vu qu'il était déjà assez large et qu'en fait le bord m'arrive ici. Donc si je faisais les petites épaules, elles allaient vraiment dépasser et c'est une matière qui est molle, je pense que ça allait retomber, que ça allait pas faire très très joli.
Donc j'ai préféré ne pas les faire. Et je suis très satisfaite de ce que ça donne. Je pense que j'ai bien fait. Parce qu'en effet, ce serait retombé. Mais ça doit être très joli si ça arrive un peu plus bas. Et du coup, c'est l'épaule qui soutient ce genre de petit volant. Et voilà. Je l'ai donc fait plus court que ce qui est recommandé pour 2 raisons. La première est que je suis plus petite que la stature. La deuxième est que je savais qu'il était trop large. Donc je savais qu'au blocage, j'allais tirer en longueur. Si on tire beaucoup en longueur, on rétracte souvent en largeur. En fait, pour qu'il soit un peu moins large, je voulais pouvoir tirer en longueur. Et pour pouvoir tirer en longueur, je voulais qu'il ne soit pas déjà trop long. Il est parfait. Il est parfait comme ça. Donc j'ai tiré en longueur. Et donc il s'est un peu rétracté en largeur. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et pour la laine, j'ai utilisé beaucoup moins que ce qui est recommandé. Je crois qu'il y a 4 pelotes qui est recommandé pour ce modèle. J'en ai encore une complète et j'en ai une qui est reste 29 grammes de celle-ci. Donc j'ai utilisé 2,5. C'est ça, hein, j'ai utilisé 120 grammes. À peu près 120 grammes. Donc c'est pas grand chose. C'est dommage parce que du coup ça ne rentre pas dans un écheveau quand même si vous avez un seul écheveau. Là c'est 50 grammes pour 200 mètres. Donc éventuellement si vous avez une fingering un peu plus fine, un peu plus fine et donc avec un peu plus de métrage, ça pourrait passer. Mais pour du 400 mètres 50 grammes ça ne passe pas. Et surtout c'est assez risqué puisque ça se tricote de bas en haut. Donc on ne peut pas se dire allez je vais jusqu'au bout de ma fibre. Le troisième objet terminé, il s'agit de mon châle saison de laine poudrée. Alors dans quel sens il se prend? Comme ça. Donc voici mon châle saison de laine poudrée. Pour la laine, c'est 2 coloris d'Inès Green que j'ai acheté au mois de juin, Golden Sky et Dune, je crois. Là encore, j'ai pas utilisé énormément de laine, mais ça c'était tout à fait prévu. 28,5 grammes de mon mérino soie, de mon mohair et soie, 28,15 de mon mérino. Donc ce sont des écheveaux de 100 grammes à chaque fois. J'ai utilisé en gros 70 grammes de mérino et 70 grammes de mohair. Est-ce que le mohair c'est un écheveau de 50 ou de 100? Je n'en sais rien. Je noterai à chaque fois. Donc c'est un combo sur lequel j'avais craqué sur la page Instagram d'Inès Green. Elle le présentait avec les 2 coloris en mérino. J'ai absolument craqué. Mais ça me va pas très bien, typiquement, comme couleur. Ça me va même pas du tout. Et j'avais peur que ça fasse un peu simple pour moi, pour mon goût. Si j'avais j'ai tout de suite imaginé un châle avec, si j'avais un châle avec ces 2 couleurs. Ceci étant, j'ai craqué sur ce combo. Et je me suis dit que potentiellement, j'imaginais en fait ce genre de châle avec l'alternance, je vous montre à l'endroit quand même, l'alternance de point mousse, rayure, dentelle, rayure, point mousse. Et je me suis dit que ça pourrait être super sympa avec un jeu de matière. Et donc j'ai commandé le mérino et le coloris Dune en mohair et soie. Je suis fan du résultat. Voilà, j'adore. Je trouve ça magnifique. Je l'ai déjà porté à de multiples reprises et je trouve ça ravissant. Vous voyez toutes les petites nuances dans la laine, c'est vraiment très joli, j'adore. C'est un châle, donc c'est un patron gratuit de laine poudrée. Il se commence par la pointe et on augmente en fait uniquement de ce côté-là, tout du long, et ensuite on a un rabat en I-cord comme ça sur le bout. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on peut utiliser notre laine jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Donc c'est vraiment super. Ce qui est moins super, selon moi, il y a plusieurs choses. La première chose qui est moins super, c'est, comme je vous ai dit,
j'ai pas... j'étais pas très à l'aise avec la façon d'écrire de laine poudrée et je pense que j'ai été très exigeante parce que, on repasse là-dessus assez rapidement, il y avait une erreur, une faute d'orthographe dans l'introduction et que moi ça me plaît pas trop, voilà, je suis un petit peu exigeante, ça peut arriver, mais j'estime que si ça arrive, il y a forcément quelqu'un qui va vous le dire et que si quelqu'un vous le dit, on change. Et là, j'ai envoyé un mail à la créatrice et j'ai pas eu de réponse. Alors, je verrai bien si j'ai une réponse. Ça veut pas dire qu'il faut boycotter cette créatrice, loin de là. Ça veut juste dire que moi, j'ai été plus exigeante sur le reste du patron, je pense. Ceci étant, c'est un patron gratuit. Je rappelle que quand c'est un patron gratuit, nous n'avons rien à attendre de quelque chose qui est gratuit. Je trouvais ça juste dommage en fait pour la créatrice parce que je suppose que quand on propose des patrons payants, de proposer un patron gratuit, ça permet de faire découvrir son travail. Et donc en fait voilà, je trouve ça juste dommage en fait pour l'image que ça renvoie du reste du travail. Voilà. Ensuite de ça, on a en fait cette dentelle qui, je ne sais pas si on voit bien, mais n'est pas toute droite. C'est-à-dire que ici, on diminue le motif, c'est-à-dire que vous avez un motif complet au début, et à la fin, on n'avait plus qu'un demi-motif. Et on l'augmente ici. Il y a des motifs qui apparaissent. C'est très joli, il n'y a pas de problème, mais ça fait que tous les rangs sont différents et qu'on est obligé de regarder l'explication, qui en plus se fait, il y a un tout petit diagramme, mais l'explication, elle se fait quand même ligne à ligne, en explication écrite. Moi, je préfère les diagrammes. Et on est obligé de regarder alors que c'est une dentelle extrêmement simple. Donc, ça m'a un petit peu plus pris la tête que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pas un problème en soi. Donc, je n'ai pas fait ça. Pour le deuxième motif de dentelle, j'ai fait de la dentelle toute droite. Et quand j'ai eu la place de rajouter un motif, je l'ai rajouté. Donc, on a un petit espace de point jersey ici, mais je vois pas de problème. J'ai fait quand même une erreur dans ma dentelle parce que quand je l'ai commencé, je crois que je n'avais plus les marqueurs avec moi. Et ici, j'avais mis un marqueur entre chaque motif, donc ils sont tous bien alignés, je pouvais pas faire d'erreur. Et là, je crois que quand j'ai commencé ça, j'avais pas les marqueurs avec moi ou je ne sais plus quoi. Et j'ai fait une erreur sur les derniers rangs. Oui, ça se voit. Vous voyez, je pense que c'est plus très aligné. C'est même plus aligné du tout au niveau des deux derniers. C'est pas très grave, ça se voit pas trop et je vais m'en remettre. Et la dernière chose dont je ne suis pas certaine, mais là c'est, je pense, très grandement dû à mon choix de laine, c'est que, donc ça c'est la bordure que l'on crée au point mousse tout du long du châle, qui est évidemment très très nette. Ça c'est la bordure qui est de rabat, donc qui est un rabat en I-cord, donc qui est évidemment très très nette. Et ça c'est la bordure où on ne fait pas les augmentations. Est-ce que c'est ça? On augmente d'où? Oui, c'est ça. Ça, c'est la bordure où on ne fait pas d'augmentation. Celle-ci, c'est celle où on fait les augmentations. Et en fait, il n'y a pas de finition particulière sur cette bordure-là. Et vous voyez, c'est pas très régulier. C'est pas très régulier, notamment au niveau de ma dentelle et de mes rayures, parce que j'ai changé de laine, c'est pas la même épaisseur, donc c'est pas exactement le même échantillon. Pour l'instant, ça me va. Enfin, ça me va. Pour l'instant, ça ne me dérange pas trop, mais il n'est pas impossible que je choisisse d'ajouter une finition à cette bordure-là. Certainement une finition I-cord ou que je relève toutes mes mailles en fait et que je fasse un I-cord. Voilà. C'est pas impossible parce que c'est pas très très joli et en fait si on porte ses châles en boule autour du cou, ça pose pas trop de problèmes, mais moi j'aime les enrouler comme ça autour de moi
j'enlève le micro un instant. Voilà, si moi j'aime faire... Voilà, moi j'aime faire comme ça et du coup on voit ça. Je suis pas sûre de beaucoup aimer. En fait, je peux m'arranger pour que ça se voit pas en mettant plutôt la bordure à corde, mais j'ai pas très envie d'avoir à réfléchir systématiquement à la façon dont je mets mon châle pour que ça fasse joli. Voilà, j'aime que mon châle soit joli quoi qu'il arrive et peu importe la façon dont je le porte. Donc voilà, c'est un châle dont je suis extrêmement contente, que j'adore. J'adore. Très simple à tricoter. Même si voilà, il y a ce truc de dentelle. Je suis pas sûre que ce soit... je sais pas. Je sais pas si je recommanderais ce châle à une débutante. Peut-être que si, parce que justement tout est écrit. En fait, quand on débute, on suit beaucoup le ligne à ligne et c'est très simple en fait quand on nous explique tout. Donc je pense en fait que c'est un châle qui limite est plus facile pour une débutante que pour quelqu'un qui a un peu plus l'habitude et qui veut se débrouiller un peu tout seul. Peut-être. Les laines sont incroyablement douces. J'avais déjà acheté de la laine d'Inès Green, mais je ne l'ai pas encore tricotée. Donc ça me motive beaucoup à tricoter sa laine. C'est magnifique, j'adore. Voilà. Et, pour les patrons de laine poudrée, pour le moment, il n'y en a pas d'autres qui m'attirent suffisamment pour que j'en retricote. Mais je pense qu'en fait, on a des façons de fonctionner qui sont pas très similaires, ce qui n'est pas grave du tout. Hein. En tricot, il y a tellement de façons d'expliquer. Il y a je pense, des designeuses avec qui on a plus d'affinité explicative que d'autres. Et voilà, je pense que laine poudrée, c'est pas la designeuse qui colle le plus à ma façon de fonctionner. Mais je ne pense pas que ce soit des mauvais patrons, on en entend beaucoup de bien. Voilà, je pense que juste, moi, c'était pas ma façon de fonctionner. Ceci étant, si il y avait un patron qui sortait qui me plaisait énormément, je pourrais l'acheter quand même. À part si elle m'envoie bouler en répondant à mon mail. Non mais voilà. Je suis pas fâchée contre le patron. Je sais que parfois on peut croire que je suis très mécontente. C'est pas le cas. Je trouve juste je trouve ça dommage. Mais c'est pas grave. Ça n'empêche en rien de tricoter le châle. C'est quand même l'essentiel. Et voilà. Et mon dernier objet terminé, je vous en avais un petit peu parlé dans le dernier podcast, mais il n'était pas du tout monté. Il s'agit de mon pull croisière de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté pour le cal nautique qu'elle organise sur Ravelry et Instagram, je crois. Et j'avais acheté en fait il y a très longtemps, je pense que c'était début 2023, son livre garde-robe. Son livre garde-robe dans lequel j'ai tricoté 2 modèles, je pense, Farandole et Cocktail, qui sont en fait mes 2 premiers noms. J'avais déjà tricoté Naël avant, et ensuite j'ai tricoté ça. Et le pull croisière m'a toujours attirée, mais je ne l'avais pas encore tricoté. Et là, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. J'ai été aussi beaucoup influencée par sur Instagram. Je crois qu'ils ont une chaîne YouTube aussi, mais j'ai jamais regardé encore. Comment il s'appelle? Moustache Knitter? The Moustache Knitter? Quelque chose comme ça. Peut-être que je vous mettrai son pseudo ici. Et si je trouve, je devrais trouver la chaîne YouTube. J'ai jamais regardé, mais il faudra que j'aille voir. En fait, c'est une jeune femme, je ne sais pas, ça se trouve elle est moins jeune que moi. C'est une jeune femme que je suivais sur Insta et dont en fait c'est tellement compliqué, je pars tellement dans tous les sens. À l'époque, quand j'ai lancé mon compte Insta, je pensais qu'il y avait très peu
de personnes qui partageaient autour du tricot et de la couture sur les réseaux sociaux. Je ne regardais pas de podcast ou très peu de podcasts à cette époque et je ne suivais personne sur Insta. Et quand j'ai commencé mon compte Insta, nécessairement en fonction de ce que je publiais, on me proposait du contenu couture. Et à chaque fois que je voyais des comptes couture, tricot, art du fil, je m'abonnais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai énormément d'abonnements. Moi, je suis abonnée à énormément de comptes sur Insta. Parfois, des personnes en fait, dont je ne vois pas le contenu parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas tout voir. Et récemment, est remonté à mes yeux le compte qui a changé de nom. Je ne sais plus comment il s'appelait avant, mais maintenant je crois que c'est Kitchensu. Et donc qui est une jeune femme qui coud, qui tricote un petit peu je crois aussi, mais surtout qui a un conjoint qui lui tricote plus qu'il ne coud. Je pense que les deux font les deux activités. Il faudrait que j'aille voir leur podcast définitivement. Mais voilà. Et Kitchensu donc, est remontée. J'étais déjà abonnée, mais je voyais très peu ce qu'elle faisait, je pense. Et elle est remontée sur mon compte Insta. Et donc, je vois beaucoup de ses contenus. Elle fait des choses très sympas. On a un style qui est vraiment différent, mais c'est pas grave. En fait, c'est toujours inspirant, je trouve, de voir ce que les autres font, même s'ils n'ont pas le même style que nous. Voilà. Faudrait peut-être que j'essaie de me concentrer un peu sur un sujet. Donc, Kitchensu, dont je ne connais pas le prénom, a reposté le réel, c'était un réel je pense, de son conjoint, Moustache Knitter, qui tricotait le modèle croisière de Marie-Christine Lévesque pour lui. Je l'ai trouvé splendide. J'ai donc découvert Moustache Knitter à ce moment-là. Je me suis abonnée et ensuite il a remontré. Bref, il m'a donné extrêmement envie de me lancer dans ce patron que je possède et qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Je n'ai aucune marinière tricotée et ça manque dans ma garde-robe. J'ai donc décidé de faire une marinière on ne peut plus classique. Bleu électrique et rose rouge qui pète. Voilà. Pour les laines, il s'agit de la base Helix, coloris, je crois, Alix, de la bien-aimée, et dont je n'ai plus rien. Et pour le coloris contrastant, il s'agit de cette merveille absolue des laines de Margot, qui a aussi un compte Insta, une chaîne YouTube. Elle est exceptionnelle, cette femme. Elle fait des choses magnifiques. Elle m'inspire beaucoup, beaucoup aussi. Elle teint, elle fait de la teinture. Et elle a donc une boutique de laine teinte à la main, les laines de Margot. Et elle partage aussi tout ce qu'elle fait sur Instagram et sur YouTube. Elle fait en ce moment du filage et c'est quelque chose qui me donne très très envie. Mais je n'y connais rien, donc je vais pas dire que j'ai peur de me lancer, mais je ne me jette pas à corps perdu dans cette discipline dont je ne connais strictement rien, mais j'ai très envie d'essayer de filer également. J'ai passé commande de ça, qui est la base rustique, et d'autres choses que vous avez vues dans les vlogs de juin. Et si vous n'avez pas regardé les vlogs de juin, tant pis pour vous, vous le verrez à un autre moment. À moins que j'en ai parlé dans le podcast précédent. Je ne sais plus. Et je me suis dit que ces deux couleurs allaient extrêmement bien ensemble. Initialement, donc j'avais 2 écheveaux de cette base Helix de la bien-aimée, qui est en fait une lace. Je crois qu'on a 620 ou 675 mètres au 100 grammes. Je m'étais dit que j'allais la tricoter en double, et ça en simple, puisque c'est de la sport, mais que je trouve vraiment épaisse. Je vais vous la mettre à côté de ma DK d'Erika Knight. En fait, je pense qu'elle est surtout très gonflante. Très très gonflante du fait qu'elle soit rustique. Mais vous voyez, entre... donc ça, c'est là, le coloris plus clair,
c'est la BFL et le coloris qui pète, c'est la rustique. Et niveau épaisseur, limite on peut dire que la rustique est plus épaisse parce qu'elle a plus de gonflant en réalité. Et donc je me suis dit que pour de la déca ça irait. J'ai fait un échantillon et je me suis dit allez c'est parti, mes pelotes s'en vont. C'est parti comme ça. Et je voulais finir ce que j'avais en cours, c'est-à-dire c'est-à-dire mon opale et mon châle avant de lancer ça. Entre temps j'ai fait le bonnet et ensuite j'ai lancé mon pull. Et quand j'ai regardé mon échantillon, je me suis dit je suis pas sûre. J'avais toute la laine qu'il fallait. Pour une fois j'étais large en laine en tricotant mon brin double. Et j'aimais pas trop, en fait je trouvais qu'il y avait une grande différence d'échantillon entre mon coloris bleu et mon coloris rouge-rose. Donc je me suis dit que j'allais tricoter mon brin triple et à ce moment-là j'étais très ric-rac en laine. Très ric-rac. Il me manquait une bonne centaine de mètres, je crois. Et je me dis que c'était pas grave, je préférais manquer de laine et aviser à ce moment-là que d'avoir un pull qui en fait allait être un peu déjaugé, puis pas ici, enfin déjaugé sur la couleur principale mais pas sur la couleur contrastante et qui allait au final donner un rendu qui n'était pas très joli. Donc j'ai tricoté en triple, j'ai tricoté jusque cette rayure là, je crois, celle-ci, donc avant deux rayures avant la fin, ou celle-ci, j'en sais plus rien. Bref, j'ai pas tricoté mon corps en entier. J'ai fait mes 2 manches. J'ai fait les manches ajustées pour économiser de la laine. Comme d'habitude, moi j'aime bien les manches qui sont vraiment courtes, qui arrivent pile poil ici, surtout quand elles sont pas très resserrées au poignet, parce que je n'aime pas avoir les manches sur les mains. Et donc je les ai fait assez courtes. J'ai ensuite fait mon col, j'ai fait mes 2 manches. J'ai fait mon col, que je n'ai pas respecté non plus. Normalement, c'est un col double replié. On tricote un certain nombre de centimètres de côte, on replie vers l'intérieur et on coud. Je n'ai pas fait ça parce que ça allait consommer bien trop de laine et je voyais déjà à ce moment-là que je n'en aurais pas assez. Puis, j'ai repris mon corps. Arrivé. Je pense qu'à la caméra, on le verra mieux. Parce que souvent, on voit mieux les bêtises à la caméra. Je pense qu'on voit. Arrivé à cette rayure-là, j'ai bien vu que je n'aurais pas assez de laine pour finir mon pull. Donc, comme je tricotais en 4 brins, déjà j'étais en vacances, donc je l'ai mis de côté. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai cherché si j'avais un coloris bleu marine. Je n'avais rien d'aussi électrique, parce qu'il est vraiment vif, ce bleu marine, il est très lumineux. Je n'avais rien qui soit identique. J'avais des choses qui étaient bleu marine. Je me suis dit qu'on arrivait sur les côtes et que voilà. Donc j'ai changé progressivement. En fait, j'ai remplacé un brin de ma Baselix par un brin c'est de la Jawol de Langue. J'ai remplacé comme ça au fur et à mesure jusqu'à un rang après mes côtes où je n'avais plus du tout de Baselix et j'ai fini mes côtes avec la Jawol. Quand je le regarde comme ça, moi je le vois, mais personne d'autre que moi ne l'a vu. Je l'ai déjà porté un soir, j'ai eu très chaud, mais je l'ai porté. Je l'ai porté pour montrer à mon mari et il l'a pas vu du tout. Et je l'ai porté sur Instagram, j'ai fait un petit réel que je vous posterai certainement en short sur YouTube aussi, comme ça vous l'aurez, avant-après blocage. Et personne ne m'a rien dit non plus. Donc en fait, le sujet c'est pas est-ce que ça se voit, est-ce que ça se voit pas. Oui, ça se voit, mais ça ne choque pas, ça ne saute pas aux yeux. Donc voilà. Il est court, c'est sûr et certain. Il est court, il m'arrive pile à la taille. C'est un pull que j'aurais bien aimé avoir un peu plus long pour pouvoir le rentrer dans des pantalons en hiver. Mais en même temps, quand je vois comme il est épais, je me dis que j'aurais eu peine à le rentrer dans des pantalons. Donc c'est pas plus mal.
J'ai tricoté la première taille évidemment. Mon échantillon était le bon avec les 3 brins, la bonne taille d'aiguille, parce que c'est Marie-Christine Lévesque, comme d'habitude. Et voilà. J'adore le rendu de ce pull. La base Helix, je ne l'ai pas appréciée outre mesure. Voilà, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas appréciée outre mesure. Le soir où je l'ai porté, ce pull m'a gratté. Je ne suis pas du tout sensible à la laine. Et même quand ça me gratte, ça ne m'empêche pas de porter les choses. Mais il m'a gratté. Et au vu des endroits où il me grattait, c'est-à-dire vraiment le buste, la poitrine, souvent c'est là que je suis un petit peu plus sensible que le reste. Le front et le buste, là, vraiment la poitrine, là, au-dessus de la poitrine, justement. Comment on appelle ça? Je sais pas, j'en sais rien. Le buste, c'est là que je suis un tout petit peu plus sensible et c'est là qu'il m'a gratté. Et en fait, à cet endroit-là, c'est principalement de la base Helix, les petites rayures. Et enfin, je pense que si c'était que les rayures qui me grattaient, ça m'aurait pas vraiment gratté en fait. Hein. Bref. Donc c'est une base qui gratte un petit peu, que j'ai pas apprécié outre mesure tricotée. En plus, il faut la tricoter avec quelque chose nécessairement parce que c'est très très fin. Mais voilà, je l'ai fait. J'ai essayé une nouvelle base. Je suis contente de l'avoir fait. Et voilà. En revanche, la base rustique d'Hélène de Margot, c'est un coup de cœur absolu. En ce moment, j'ai un attrait particulier, enfin en ce moment depuis quelques mois déjà, un attrait particulier pour la laine rustique. Je ne sais pas pourquoi, je ne cherche pas à comprendre pourquoi, mais c'est un fait. D'avoir tricoté celle-ci, la laine rustique en général, hein, pas cette base-là spécialement, mais d'avoir tricoté celle-ci, ça a aggravé mon désir de laine rustique des derniers temps. J'ai adoré la tricoter. Je trouve que c'est moelleux, j'aime bien quand c'est sec en fait. J'ai beaucoup apprécié tricoter cette base-là. J'ai beaucoup apprécié les variations de couleurs que ça fait sur les rayures. Je trouve ça vraiment sympa. D'utiliser un coloris qui est très varié comme ça sur des rayures, je trouve que c'est une très bonne idée. Surtout si on est un peu frileux des variations de couleurs. Parce que là, on ne risque pas vraiment le pooling. Parce que c'est vraiment des tout petits aplats de couleurs en fait. Et voilà. Je me dis que pour quelqu'un qui voudrait pas mettre énormément d'argent dans son pull, parce que là pour le coup il y a un petit montant dans le pull. Hein. Je pense que j'avais 2 écheveaux de Helix, ça devait être 30 € l'écheveau. Et j'ai un écheveau de rustique qui doit être aux alentours de 24 € l'écheveau, je pense. Donc c'est un pull qui m'est revenu à 85 € dans la plus petite taille, en étant extrêmement court et en manquant de laine, même s'il me reste un bon reste de rustique. D'ailleurs, je vais vous le peser, mais ça reste un pull qui a un certain coût. Il me reste 35 grammes, 35,4 grammes de rustique sur un écheveau de 100 grammes. Donc je me dis que pour quelqu'un qui voudrait pas mettre autant d'argent dans un pull, on pourrait avoir le même effet en utilisant uniquement voilà, un joli écheveau de teinturière de laine teinte à la main pour des rayures, pour un yoke, pour ce genre de choses. Bien profiter des variations qu'offre la technique de la teinture à la main, de la beauté, des couleurs que nos teinturières nous proposent, et en utilisant en fait pour la base un fil beaucoup moins cher de la Tinline, je crois, ou Pirgint, je sais plus laquelle est vraiment peu chère, de Sandnesgarn, de la laine de Drops, pourquoi pas, qui est vraiment très abordable généralement. Parfois peut-être des DMC, des Katia qui proposent des prix moindres par rapport à d'autres marques. Enfin bref, voilà, je pense que ça peut être... ce sont de jolies options pour profiter de ce que proposent nos teinturières, qui est nécessairement et légitimement à un tarif plus élevé, et quoique pas toujours, hein.
quoique pas toujours. Parfois on a des laines chez certaines marques industrielles, commerciales qui sont plus chères qu'un écheveau en fait. Hein. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, on peut trouver du moins cher dans ce genre de coloris qui est finalement très uni et profiter d'un joli écheveau de teinturière dans des rayures, dans un yoke, dans, je ne sais pas, de l'intarsia, que sais-je, dans des petits pops de couleurs comme ça. C'est un pull que j'adore, que j'ai extrêmement hâte de porter. Moi, je suis pas une fan de l'été. Je préfère largement les mi-saisons, printemps, automne et l'hiver. Je préfère largement. En fait, l'été, c'est juste la saison que j'aime le moins. Et voilà, j'ai très très hâte de le porter, d'avoir de jolis pulls, de jolies choses comme ça. Ça me donne encore plus envie d'être dans ces saisons où on peut davantage se couvrir. Je vois que la vidéo fait déjà 1 heure. Donc, j'en ai fini avec mes objets terminés. Et je pense que je vais pas m'arrêter là. Mais vous, je vais vous arrêter là. Et que je vais faire ce podcast en 2 parties parce que, premièrement, c'est un enfer à monter. C'est un enfer à mettre en ligne. C'est un enfer à transférer du téléphone avec lequel je filme vers la tablette avec laquelle je monte. Peut-être que c'est un enfer à regarder pour vous. En tout cas, 1 heure c'est déjà pas mal, quoi. Après, ça devient même plus des courts-métrages, ça devient des longs-métrages. C'est un scandale. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous fais la partie 2 que je filme maintenant tout de suite, où je vous parle de mes encours, de mes envies, de mes lectures, et que je vous posterai quelques jours après celle-ci. Pour rappel, pour les commentaires, j'ai répondu à tous les commentaires du mois de juillet dans 2 vidéos que je vais publier certainement avant cette vidéo-là, que j'ai déjà filmée. Je n'ai pas fini de monter, mais que je vais publier très certainement avant cette vidéo-là. Pour le moment, on va fonctionner comme ça, je pense. On va faire un petit test. Si vraiment ça ne vous plaît pas, vous pouvez me le dire gentiment, dans le respect et la bienveillance. Si vous voulez me laisser un commentaire auquel vous souhaitez particulièrement que je ne réponde pas en vidéo, que vous voulez une réponse écrite, vous me le notez dans le commentaire, tout simplement. Comme ça, je prends bien note que vous préférez plus d'individualité et je vous réponds à l'écrit. Pour tous les autres, vous pouvez me laisser un commentaire et j'y répondrai en vidéo d'ici 1 ou 2 semaines, j'espère. Je le dis très rarement, mais à un moment donné, il faut aussi demander ce que l'on souhaite. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un j'aime pour, pareil, booster la vidéo. Et également, maintenant, on peut booster les vidéos des petits créateurs de contenu. Vous avez un petit onglet, en fait, vous avez les commentaires, vous slidez et vous glissez. Excusez-moi, ça ne me ressemble pas, des anglicismes de ce genre. Vous glissez et vous avez boosté la vidéo. Vous pouvez booster la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.